Mais bon, allez. Huerta Grande, Fédération anarchiste uruguayenne. Alors déjà, est-ce que le cadrage, faut que je vois où ça pop le texte? Ok, nickel. Pour comprendre ce qui se passe, la conjoncture, il faut pouvoir penser correctement. Penser correctement signifie ordonner et traiter correctement les faits qui se produisent en masse sur la réalité. Penser correctement est indispensable pour analyser correctement ce qui se passe dans un pays à un moment donné de l'histoire de ce pays ou de tout autre. Cela nécessite des outils. Ces outils sont des concepts. Penser de manière cohérente exige un ensemble cohérent de concepts reliés entre eux. Cela exige un système de concepts, une théorie. Sans théorie, on court le risque de ne penser chaque problème que de manière particulière, isolément, à partir de points de vue qui peuvent être différents dans chaque cas, ou de manière subjective, formelle. Donc là, c'est en mode il faut penser par rapport aux structures et pas juste d'un point de vue individuel. Le parti a été en mesure d'éviter de graves erreurs parce qu'il a pensé à partir de concepts qui ont un degré élevé de cohérence. Il a également commis de graves erreurs dues à un développement insuffisant de sa pensée théorique en tant qu'organisation. Pour proposer un programme, il faut connaître la réalité économique, politique, idéologique de notre pays. De même, pour formuler une ligne politique suffisamment claire et concrète. Si on fait peu de choses et mal, on n'aura qu'une ligne très générale, très difficile à concrétiser en chaque lieu où le parti travaille. S'il n'y a pas de ligne claire et concrète, il n'y a pas de pratique politique efficace. La volonté politique du parti court par conséquent le risque de se diluer. Le volontarisme se réduit à faire les choses avec bonne volonté. Mais on devient incapable d'agir de manière prédéterminée sur les événements qui surviennent, fondés sur des prévisions approximatives. Nous sommes déterminés par les événements et on agit sur eux spontanément. Voilà, en gros, si t'as pas, si t'as pas un peu réfléchi à la situation, si t'as pas analysé la situation, et si t'as pas construit tes outils, tes concepts, si en gros t'as pas cette ligne directrice, cette ligne claire et concrète, cette ligne directrice, bah basiquement tu vas juste réagir quand il se passe un truc. C'est le gouvernement fait ça, on va juste faire une manif pour contre cette action du gouvernement, mais le reste du temps on va rien faire et on va être dans un spontanéisme constant où concrètement un spontanéisme, le problème c'est que vu que tu t'inscris pas dans une lutte constante, dans une action constante, bah c'est des petites actions isolées qui n'ont pas d'impact ensemble. La seule impact qu'elles vont avoir, c'est la leur. Et bah, du coup, elle ne sera pas aussi puissante, cet impact, que si l'ensemble des actions entreprises s'inscrivaient dans un plan, dans une stratégie générale. C'est basique si tu es en mode je vais faire mes courses. Attention au parallèle avec la taxe. Si je vais faire mes courses et que j'ai pas fait de ligne, j'ai pas fait de liste, je vais me perdre à droite à gauche, je vais aller à tel rayon, et au final je vais dépenser plus de thunes. Ça se trouve, j'ai oublié des choses que je voulais acheter, mais j'y ai pas pensé. Alors que si tu fais ta liste, c'est clair, c'est précis, t'es en mode ok, il faut que je récupère ça, ça, ça. Le reste, c'est du superflu, peut-être que tu récupères un truc sur le moment, mais tu as réussi à avoir l'essentiel. Euh, une fois que tu as récupéré tout ce que tu avais sur ta liste, tu arrêtes généralement de te paumer à droite à gauche et tu vas payer à la caisse. Peut-être que du coup tu dépasses pas ton budget. Bah voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut avoir une liste de courses, donc une ligne claire et concrète. Euh, pour l'exemple est nul, mais c'est terrible. Bon, sans ligne pour le travail théorique, une organisation, quelle que soit sa taille, est ballottée par les circonstances qu'elle ne maîtrise pas et ne comprend pas. La ligne politique présuppose un programme, c'est-à-dire les objectifs à atteindre à chaque étape. Le programme montre quelles forces sont favorables, lesquelles sont ennemies et quels alliés ne le sont que transitoirement. Mais pour savoir cela, il faut connaître profondément la réalité du pays. C'est pourquoi,
Acquérir cette connaissance est la tâche prioritaire. Et pour connaître, il faut la théorie. Le parti a besoin d'un cadre clair pour pouvoir penser de manière cohérente au pays et à la région et aux luttes du mouvement ouvrier international à travers l'histoire. Nous avons besoin d'un tableau efficace pour trier et hiérarchiser la masse croissante de données concernant notre vie économique, politique et idéologique. Nous avons besoin d'une méthode pour traiter ces données, pour voir quelles sont les plus importantes et celles qui le sont moins, afin de bien gérer nos forces disponibles sur ce front de travail. Un cadre conceptuel qui permet de relier une chose avec les autres selon un ordre systématique, cohérent et qui nous aide pour ce que nous avons à faire en tant que militants du parti. Qui nous fournissent des exemples de la façon de travailler avec des cadres conceptuels différents opérant dans d'autres réalités. Mais le travail de connaître notre pays, c'est nous qui le faisons, parce que personne ne le fera pour nous. Nous n'allons pas inventer des schémas théoriques à partir de zéro. Nous ne créerons pas une nouvelle théorie dans le détail. Il en est ainsi à cause du retard général de l'environnement et de ses institutions particulières et de notre disponibilité limitée à entreprendre cette tâche. C'est pourquoi nous devons prendre la théorie telle qu'elle s'est développée, l'analysant de façon critique. Nous ne pouvons pas accepter toute la théorie à l'aveuglette, sans discernement, comme un dogme. Donc on peut revenir sur le fait que la théorie c'est pas un dogme, sur toute cette question de l'échange entre la théorie et la pratique, où en fait c'est dans une analyse constante de ta pratique militante, de la situation socio-économique et politique du pays où tu te trouves, pour améliorer la théorie, et la théorie te permet d'améliorer la pratique. C'est plus une ligne de conduite, un outil comme ils ont dit avant, un outil de lutte, que concrètement un dogme. Même si fondamentalement ta théorie est idéologique, parce qu'il y a des buts propres à une certaine idéologie, certaines méthodes qui lui sont propres, mais fondamentalement c'est un outil qui évolue et pas un dogme. Nous voulons réaliser une transformation totale de notre pays. Et, pour penser, nous n'allons pas adopter la théorie que la bourgeoisie a créée. Avec des conceptions bourgeoises, nous allons penser ce que les bourgeois veulent que nous pensions. Donc c'est assez intéressant, cette idée d'abandonner des conceptions bourgeoises, donc les concepts établis, de manière générale dans les cadres militants peut-être plus bourgeois et dans les cadres intellectuels bourgeois, et avec d'autres concepts, repenser la société. C'est vrai que c'est une première étape pour sortir, pour commencer, peut-être, j'ai pas envie de dire à s'émanciper, mais à imposer une existence politique et un rapport de force. Et ça me fait penser à un passage du livre de Ouria Boutelja où elle parle. Où est-ce qu'il est Merde. Où à un moment donné, elle dit qu'en fait, pour exister. Oh, salut Nilith. Ouais, désolé, j'étais concentré dans la lecture. Alors, ça lit. Le texte, c'était. Ouais, j'ai pas pensé à regarder mon chat. Huerta Grande, Fédération anarchiste uruguayenne. Donc, le texte, il est de. Non, c'est pas celui-là. Il est de 72. Et ils sont en mode, oui, c'est un peu un des trucs qui était à l'impulsion, du spécifisme, tout ça. Voilà. Mais j'espère que tu vas bien, en tout cas. Désolé de ne pas avoir répondu à ta question, j'étais plongé dans le bail. Un outil de lutte anti-sectaire aussi, pour ne pas être trop influencé, se libérer d'une idéologie. On pourrait dire ça, mais je dirais plutôt dans un sens pour... comment dire, dans tous les cas, en fait, tu as une idéologie. Donc, s'en libérer, c'est peut-être pas forcément ça. Après, il faut avoir conscience que tu as cette idéologie. Mais plutôt, on va dire, ne pas être l'esclave, on va dire, de cette idéologie. C'est-à-dire que tu t'en as conscience de pourquoi tu as cette idéologie, de qu'est-ce qui t'anime par rapport à celle-ci. Et cet outil, en fait, te permet comment dire, de construire quelque chose, on va dire, de manière non soumise par rapport à cette idéologie. Action anti-arbre qui a fait une nouvelle victime.
Le vent a fait tomber un arbre devant ma fenêtre. Tombé à 3 mètres de ma voiture. Oh putain, à 3 mètres. Non, mais là, c'était plutôt action anti contre ta voiture qui a échoué en fait. À 3 mètres. Ah là là. T'as eu de la chance, hein. Mais oui, du coup, ça m'a fait penser à un passage dans. Ah putain, j'ai plus le nom exact du bouquin alors que je suis en train de le lire. Je me fatigue. Ouais, dans Les Blancs, les Juifs et nous, t'as un passage où ça vient de me faire penser, c'était assez intéressant. Euh, les mots, il y a leurs mots et il y a nos mots. Nos mots ont des vertus magiques. Ils nous déshypnotisent et nous délivrent des héritages venimeux. Puis après, elle cite une série de mots comme indigène, blanc, race sociale, champ politique blanc, colonialité du pouvoir, etc., etc. Et en fait, il y a cette idée que, en changeant les mots que tu utilises, c'est une première étape pour se libérer, en gros, pour se démarquer et exister politiquement. Puisque tu sors du cadre de la conception du camp auquel tu t'opposes. Je vais mettre là mon téléphone, comme ça je verrai le chat. Je m'étais où? Ok. Nous voulons étudier et penser l'Uruguay et la région en tant que révolutionnaire. C'est pourquoi, chez les éléments qui constituent les différentes tendances du courant socialiste, nous allons prendre chez eux ce qu'il y a de meilleur pour nous, pour penser et analyser de manière révolutionnaire le pays, la région et d'autres régions et expériences. Nous n'allons pas adopter une théorie, parce que c'est la mode, pour vivre en répétant des citations que d'autres ont prononcées ailleurs, dans un autre temps, se référant à d'autres situations et à d'autres problèmes. La théorie ne sert pas à cela. Seuls les charlatans l'utilisent comme ça. Moi, ça me fait tout de suite penser à ouais, révolution. Mais ça me fait tout de suite penser à l'utilisation de mots comme, enfin de phrases comme ni Dieu ni maître, genre de choses à tout va. En mode, ah oui, on a dit ni Dieu ni maître, on est tellement des anarchistes. Voilà. Les Charles, les charlatans. PTDR. C'est les Charles qui se cachent en attendant d'être réveillés. La théorie est un instrument, un outil qui sert à faire un travail. Elle sert à produire les connaissances que nous avons besoin de produire. La première chose qui nous intéresse est de connaître notre pays. Si cela ne nous sert pas à produire de nouvelles connaissances utiles à la pratique politique, la théorie ne sert à rien. Elle se convertit en simple thème de discours, hors de propos, en polémique idéologique stérile. Ah, tu vois, genre, ça revient à ce que tu disais avant, en mode se libérer d'une idéologie. Et ça répond un peu à ta question, où en fait le but, c'est d'avoir une pratique qui est concrète, et pas juste un discours de polémiste, type tu vas sur des plateaux, et t'es en mode non, je ne suis pas d'accord avec vous, et tout ça. Et en fait, ça va pas plus loin qu'un affrontement d'idées, en fait. Automode qui a censuré le mot retard. Ah, retard, c'est ça? Ok. Celui qui achève un grand tour moderne et qui, au lieu de travailler dessus, passe son temps à en parler, fait un mauvais travail. C'est un charlatan. Putain. J'ai pensé qu'à ça maintenant, à chaque fois que je vais voir charlatan quelque part. Ah merde. Alors, de même pour celui qui pourrait avoir un tour et l'utiliser, mais préfère travailler manuellement, parce que c'est comme ça qu'on faisait dans le temps. Quelques différences entre théorie et idéologie. Ah, ok. Bon bah, l'automode qui est... Il est francophobe. C'est la francophobie, c'est terrible. Il est intéressant de souligner certaines différences entre ce que l'on appelle habituellement la théorie et l'idéologie. La théorie s'applique à l'élaboration d'outils conceptuels pour penser rigoureusement et connaître profondément la réalité concrète. En ce sens,
On peut parler de la théorie comme équivalente à la science. Après, il faut faire gaffe avec le positionnement d'être équivalent à la science, ce genre de choses. Mais l'idée ici, c'est en mode d'avoir une analyse des faits pour en tirer des conclusions. En gros, j'imagine. C'est ça le parallèle qui doit être fait. Ouais, bah. Non, non, il prend pas ça pour une insulte. Il est juste francophobe, c'est tout. L'idéologie, en revanche, se compose d'éléments de nature non scientifique qui contribuent à stimuler l'action fondée sur des circonstances qui, même s'ils ont quelque chose à voir avec les conditions objectives, n'en dérivent pas au sens strict du terme. L'idéologie est conditionnée par les conditions objectives, mais elle n'est pas mécaniquement déterminée par elles. Ok, donc en gros, les deux sont conditionnés, l'idéologie et la théorie, par les conditions objectives, donc ce qui se passe concrètement, mais l'idéologie, en fait, elle n'en découle pas, euh, à la différence de la théorie. Que la théorie, on la sort de l'observation des conditions objectives, des conditions matérielles. Alors que l'idéologie, si je comprends le sous-entendu, elle relève plus du coup de l'ordre de l'idée, mais c'est une idée qui est conditionnée par les conditions objectives et les conditions matérielles, qui est déterminée, influencée par... voilà, vous avez le mot, quoi. L'analyse profonde et rigoureuse d'une situation concrète, en termes réels, rigoureux, objectifs, sera une analyse théorique de caractère aussi scientifique que possible. L'expression de motivation, la proposition d'objectifs, d'aspirations, de buts idéaux, cela appartient au domaine de l'idéologie. La théorie précise, elle met en perspective les conditions de l'action politique. L'idéologie la motive, l'impulse, en la configurant dans ses objectifs idéaux, son style. Ok, donc c'est à peu près ce qu'on disait. La théorie, elle va donner un peu les outils à l'action politique, elle va lui donner un cadre, des manières de faire, ce genre de choses. Alors que l'idéologie, en fait, c'est ce qui donne la détermination, ce qui donne les grands objectifs finaux, on va dire... Euh, la théorie, c'est en mode oui, alors pour changer merde, il faut que je trouve mon exemple. La théorie, c'est en mode ok, pour faire que tout le monde soit égaux, qu'il n'y ait plus de hiérarchie, tout ça, il faut faire telle action de telle manière qui amèneront au renversement de l'État. L'idéologie, ça sera on veut plus de hiérarchie, du coup il faut qu'on renverse l'État, let's go, on va sortir dans la rue et on va aller au palais. C'est pas très clair en fait la différence sur l'exemple que j'ai fait, mais tous les Z sont égaux, égale idéologie. Pour atteindre l'égalité, il faut X, Y et Z est égal théorie. Voilà, parfait. Lilith qui a beaucoup mieux résumé la chose que moi, c'était moins chaotique. Mais ouais. Voilà, l'idéologie, c'est le bout du chemin qu'on s'est donné. Et la théorie, c'est comment construire le chemin. Enfin, comment avancer sur le chemin. De quelle manière, etc. La théorie sert l'idéologie. Ouais, bah forcément. Forcément. Merde, j'étais où? La théorie précise, elle met en perspective les conditions de l'action politique. L'idéologie la motive, l'impulse, en la configurant dans ses objectifs idéaux, son style. Entre la théorie et l'idéologie, il y a un lien étroit, puisque les propositions de la seconde se fondent et appuient les conclusions de l'analyse théorique. Une idéologie serait d'autant plus efficace comme moteur de l'action politique qu'elle serait fondée plus fermement sur les acquis de la théorie. Voilà, donc l'idéologie c'est le moteur, hein, c'est le bon mot en vrai. Hein. Le champ d'application de la théorie. Le travail théorique est toujours un travail qui s'appuie et est fondé sur les processus réels, comme c'est le cas dans la réalité historique, dans ce qui se passe. Cependant, comme travail, il se situe entièrement dans le domaine de la pensée. Il n'y a pas de concept qui soit plus réel que d'autres concepts. À ce sujet, il faut souligner deux propositions de base. Alors, il n'y a pas de concept qui soit plus réel que d'autres concepts. Équilibre, c'est théorie plus pratique égale apprentissage. Non. Mais en fait,
t'as la pratique va nourrir la théorie et la théorie va nourrir la pratique. Et l'idéologie, c'est le chemin que tu vas atteindre. Genre, en gros, tiens, si on reste sur une notion d'équilibre constant, tu vois, les gens qui font l'espèce de truc où ils sont au-dessus du vide sur un fil, j'ai plus le nom, on va dire le funambule, un truc comme ça, bah, on va imaginer que la théorie, ils vont avoir regardé, ok, la gravité elle agit de telle manière, quand je suis sur la corde se comporte de telle manière, etc., etc. Voilà, tu vois, t'as peu étudié la chose pour comprendre, tu vois. Et la pratique, ça va être les entraînements qui vont te permettre d'appréhender toi-même plus concrètement la chose, de peut-être renourrir la théorie, tout ce que ton apprentissage, de renourrir l'apprentissage théorique que tu auras eu à l'avance. Une fois que tu es sur la corde, bah faut que tu appliques ta pratique et ta théorie en même temps pour passer de l'autre côté du ravin. Et de l'autre côté du ravin, le bout de la corde, c'est ton objectif qui découle de ton idéologie. Ce que je dis dans cette dernière phrase, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie plus réelle qu'une autre. Elles sont toutes déconnectées du réel. Elles sont conceptuelles. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie qui sera plus réelle qu'une autre. On va dire, du coup, l'idée, ça serait la théorie marxiste n'est pas plus réelle que la théorie anarchiste, et la théorie anarchiste n'est pas plus réelle que la théorie marxiste. Bon, j'ai dit la théorie marxiste et la théorie anarchiste comme si on avait qu'une, mais c'est pas vraiment le cas. Mais c'est l'idée. Bah peut-être que effectivement individuellement tu l'atteindras pas ton idéologie propre personnelle. Euh, Après là j'ai pris l'exemple du funambule, mais en fait dans ce qu'on est en train de voir, euh, comme c'est un truc qui concerne des groupes de gens avec des objectifs pour une ensemble de population, euh, en fait c'est sur un temps long. Peut-être que individuellement tu vois pas l'objectif, mais sur le temps long, sur plusieurs générations, ou peut-être juste pendant ta génération, tu vois, mais sur l'ensemble de personnes, peut-être que d'autres la verront, cette réalisation de cet objectif idéologique. Après, bien sûr, euh, atteindre la réalisation d'un objectif pur et parfait euh, me semble un peu hors sol, on va dire, parce que tu dois justement composer avec la pratique. Et la pratique te permet de adapter euh, l'application de ton idéologie, de tes objectifs idéologiques à la situation dans laquelle tu te trouves. Mais donc ça s'inscrit pleinement dans le postmoderne. Une seule lecture ne peut pas comprendre le monde. Il est nécessaire d'avoir plusieurs points de vue sur la réalité pour la comprendre. Ouais, bien sûr. Et bah, si on est comme ça fait me penser à... Oh, j'en ai marre d'oublier les noms. Attendez, je vais retrouver le nom. C'est une anthropologue féministe qui a fait une étude sur des champignons qui est grave intéressante. Le champion de la fin du monde, d'Anat Singh. Ouais, et Anat Singh, en fait, dans son bouquin, elle étudie la culture du champignon Matsutake. Et, euh, et en fait, il y a plein de groupes différents. Il y a plein de mondes qui se superposent. Et il y a plein de groupes de cueilleurs. Et chaque groupe de cueilleurs, ils vont avoir. Ils vont être motivés par comment dire, la même valeur qui est la valeur de liberté. Sauf que chaque groupe, c'est des groupes différents, t'as des groupes de blancs issus des anciennes usines qui ont fermé, donc du chômage, tout ça. T'as des groupes de blancs qui viennent des villes, mais t'as aussi des groupes de différentes minorités, que ce soit des natifs, de l'immigration mexicaine, pas mal d'immigration asiatique aussi. Et en fait, tous ces groupes, ils sont mus par la même volonté, la même valeur de liberté, mais quand tu vas les voir, chacun vont avoir une définition différente en fait de ce qu'est de cette valeur qui les anime. Et des fois, c'est pas juste une différence de syntaxe, c'est vraiment une différence très très fondamentale. Bon, je vais pas rentrer dans les détails puisque j'ai plus exactement leur différence en tête. Mais donc en fait, tu as cette idée que, et en tout cas dans cette situation, l'ensemble de ces visions de la valeur liberté sont tout aussi légitimes les unes des autres et aussi réelles. Ce que j'aime bien avec Anat Singh, c'est cette notion de superposition de monde, avec aussi tout un truc de fabrication de monde et tout, c'est assez cool.
Mais ouais. Non, en gros, dans cette situation, c'est des cueilleurs de champignons qui vivent en fait un peu dans la forêt. En fait, ils vivent dans des camps dans la forêt, différents groupes. Où, en fait, si les prolos blancs, eux, ils sont plus. euh, ils sont plus, comment dire, ils ont dans leur maison et tout, ils font de la vente, du rachat. T'as des camps officiels qui sont autorisés par l'État, où t'as certaines populations plus issues de l'immigration asiatique, et tu as l'immigration illégale mexicaine, où en fait ils sont sur d'autres camps, ils sont pas dans le camp central. Et en fait, ils vivent tous ces gens vivent de la cueillette du champignon, mais ils vivent de la cueillette du champignon parce qu'en fait, ils sont en mode, bon, en fait, ça me permet d'être libre. Je vis librement, en dehors du système capitaliste, en dehors de l'État et tout. C'est pas des gauchos, hein, mais il y a cette notion d'être libre. Et, euh, en gros, est-ce que je peux pas trouver un. Et en gros, en fait, ils ont tous des conceptions différentes de cette liberté. Euh, voilà. Mais c'est pas la conception de la liberté en mode ils ont de quoi vivre librement parce qu'ils vont être riches, tout ça. Et parce qu'en fait, c'est vraiment du. Il y en a pas beaucoup qui arrivent à. En fait, ils ont juste de quoi en vivre, tu vois. Genre vraiment, tu vois. Ils ont pas grand chose. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des images un peu. Bon, là, c'est la vente des champignons, parce que oui, il y a toute une société. Mais je vais pas rentrer dans ce tunnel parce qu'on est en train de lire. Mais le bouquin est grave intéressant. Parce que c'est un bouquin qui étudie les économies périphériques, les économies de captation au sein du capitalisme. Donc, c'est-à-dire que les économies qui vivent à la marge, qui vont capter, en fait, qui vont prendre des ressources qui sont pas directement utilisables par le capitalisme à cause de leur nature, où en fait ils peuvent pas leur poser des non, c'est pas des zadistes, c'est différent. En fait, tu as une économie où vraiment ça s'inscrit dans le système économique capitaliste, mais c'est à la marge. Mais je sais pas si je te trouve un PDF gratuit. Euh, J'essaie de me souvenir parce que ça fait un an, on l'avait vu en début d'année. Mais et bon, la sauce de bois mort de Marx, bah je connais pas, mais peut-être. Mais en gros, t'as cette idée que t'as certaines ressources qui sont pas directement utilisables par le capitalisme parce qu'il peut pas les mettre dans, il peut pas les rentrer dans ses normes. Tu vois, par exemple, les champignons, en fait, ils ont des différences de taille, ce genre de choses, qui fait que bah il y a besoin de plein d'étapes en fait avant de pouvoir les inscrire dans son système économique avec des prix normés. En plus de ça, il y a une impossibilité de, ils n'arrivent pas en fait, il y a une impossibilité de créer des entreprises sur place qui seraient focus sur ça, genre vraiment sur cette sur cette, c'est impossible de créer des entreprises qui s'occuperaient de ramasser ces champignons à cause de la valeur liberté qu'ont les cueilleurs, parce qu'en fait tous ces cueilleurs sont attachés au fait d'être basiquement, on va dire, des indépendants, même si c'est pas ce statut, mais c'est pour donner l'idée, où en fait ils bossent pour eux-mêmes. Ils ont un peu leur savoir, leur connaissance spécifique qui leur permet de trouver les champignons, d'aller les ramasser. Ils les récupèrent. Ensuite, ils vont chez les acheteurs-cueilleurs, ce qu'on avait vu chez les gens comme ça ici. Cette personne, elle va observer les champignons un par un. Elle va les regarder, elle va les trier poids par poids. Et genre, c'est un art, ou même genre les gens sont en mode. Tu sais, c'est presque un spectacle, tu vois. Et elle va donner des prix, il va y avoir une négociation, tout ça, voilà, selon la taille, la qualité, l'odeur, etc. Et après elle, les acheteurs vont les revendre à une société qui va en fait va les récupérer, qui va les trier et les mettre justement, qui va faire la transition, qui vont faire un second tri, qui vont permettre de les classer, en fait de les faire rentrer dans l'économie capitaliste normale, donc centrale. À partir de là, ensuite, c'est redonné à des exportateurs. Ces exportateurs, ils les envoient au Japon. Et au Japon, c'est acheté euh, à la fin, tu vois.
Et à la base, en fait, le champignon, il a une valeur personnelle, tu vois. Chaque champignon est en fait comme un trophée du cueilleur. Il y a toute une âme qui est mise dedans, très quelque chose de très personnel. Chaque champignon a une histoire. De la cueillette, de l'observation, de l'acheteur, vraiment. Chaque champignon est perçu comme un trophée, comme étant relié à son acheteur. Mais au moment donné où il y a le second tri par l'entreprise, le champignon perd cette attache, ce lien émotionnel, ce lien humain, et devient un simple produit. Alors qu'avant, il n'était pas qu'un simple produit. Avec le second tri, il devient un simple produit. Mais avec le rachat au Japon, il redevient un élément ancré d'émotion, puisque c'est un champignon que tu offres en cadeau, en fait. Voilà, pour des situations spécifiques et ce genre de choses. Mais oui. Pourquoi j'étais sur ça déjà? Pourquoi j'étais sur ça? Pourquoi je suis parti sur ce tunnel? Attends. Ah oui, parce que je parlais des mondes qui se chevauchent et qu'en fait, cette liberté qui fait que chaque cueilleur, que les groupes de cueilleurs et les groupes d'acheteurs, en fait, soit entachés une liberté qui empêche l'implantation d'entreprises et qui empêche que. C'est un des facteurs qui empêche qu'il y ait la mise en place. Enfin, que cette cueillette rentre dans le système capitaliste central et pas juste et soit plus qu'à la périphérie. Bah cette valeur en fait, même si c'est ce qui permet ça, ils vont pas tous avoir le même lien, cette valeur, pas la même signification. T'as certaines populations d'immigration asiatique où pour eux il y a une notion liée en fait à, à la tradition en fait du refuge dans la forêt, ce genre de choses. J'ai plus de trucs exactitude. Pour les blancs, tu vois ce lien d'être, tu sais, un peu en mode libertarien, pas être soumis aux taxes et à l'État et ce genre de choses. Euh, pour certains, il y en a qui viennent des villes et en fait ça permet juste d'avoir un job secondaire, enfin bref. Et genre, je crois que t'as à peu près genre 6 7 groupes ethniques différents, voilà. Marx expliquait dans un article dans les années 1840 que les prolos prennent du bois mort pour se chauffer et que c'est légalement un crime, mais que ça ne retire aucune valeur de la propriété. Ils subsistent en captant la richesse que le capitalisme ne capte pas. Ouais, bah je pense qu'on peut inscrire dans la même chose. Après ici, c'est la cueillette est légale, mais ça doit être un cueilleur officiel en fait. Tu dois quand même avoir un statut de cueilleur. Mais la cueillette est légale ici. Mais je pense qu'on peut relier que c'est un peu la même idée. Mais en vrai, je t'invite à lire le bouquin, il est assez intéressant. Parce que je vous invite à lire ce bouquin parce que en fait, il aborde plein de points en fait. Il aborde la question de comment l'industrie moderne a transformé un environnement et en fait l'a détruit, amenant en fait avec cette destruction de cet environnement à une destruction de l'emploi et ce genre de choses. Mais en fait à travers cette destruction, il y a de nouvelles ressources qui sont nées, donc ce champignon, qui ont permis aux individus de retrouver un travail, en gros, de survivre. En fait, dans le chaos, c'est pour ça que ça s'appelle le champignon de la fin du monde, parce que c'est après la fin du monde dans cette zone, parce que c'est la zone où il y a les grands pins d'Amérique. En fait, il y en a plus, tout a été détruit. T'as plus que des petits pins, mais qui permet le développement de ces champignons. Et du coup, il y a tout un questionnement autour de ça, tout un questionnement aussi en fait, des relations entre différents mondes, entre différents groupes, mais que ce soit des groupes humains et non humains, et différentes catégories sociales et raciales. Où en fait, bah, par exemple, tu vas avoir ce rapport entre le champignon et le pain tordu, qui ont un rapport où ils s'aident à survivre mutuellement, et qu'en fait, le champignon permet à des individus de survivre, tu vois. Et au sein de ces groupes d'individus, tu as différents groupes, mais qui vont occuper différents rôles, ce genre de choses. Et qui ensuite, ce petit écosystème va s'inscrire par un processus de captation dans l'économie capitaliste mondiale. Et donc c'est ultra intéressant. Bah, malheureusement, je suis pas sûr que tu puisses le trouver en PDF gratuit. Je pense qu'il doit coûter un peu cher en vrai. Mais peut-être en bibliothèque, il y a peut-être moyen de le trouver si jamais. En tout cas, je vous invite à aller le lire, il est assez cool. Moi, je l'ai pas encore lu entièrement, je pense me le faire un coup. Je l'ai surtout étudié en première année. Donc j'ai survolé quelques chapitres et tout, mais voilà. Voilà, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Maintenant, on retourne à notre texte. Voilà. Tournons à notre texte.
Ok, le champ d'application de la théorie. Le travail théorique est toujours un travail qui s'appuie et est fondé sur le processus réel, comme c'est le cas dans la réalité historique. Dans ce qui se passe, cependant, comme travail, il se situe entièrement dans le domaine de la pensée. Il n'y a pas de concept qui soit plus réel que d'autres concepts. Donc on a dit, il n'y a pas de théorie, d'idéologie, enfin de théorie qui soit plus réelle qu'une autre. Voilà. Il n'y en a pas une qui a plus raison parce que ça ne relève que du monde de l'idée, de la réflexion. À ce sujet, il faut souligner deux propositions de base. La distinction entre la réalité existante, concrète, entre le processus réel historique, et d'autre part, les processus de la pensée vivant à la et d'autre part les processus de la pensée visant à la connaissance et à la compréhension de cette réalité. Il est nécessaire, pour dire les choses autrement, d'affirmer la différence entre l'être et la pensée, entre la réalité telle qu'elle est et la connaissance qu'il est possible d'en avoir. Ok, donc il y a ce qui est observable et ce qu'on comprend de ce qui est observable. Je pense que c'est à peu près ça la distinction. Genre par exemple, si je prends un exemple sciences sociales, il va avoir les données démographiques qui sont observables et les théories sociales, sociologiques qu'on va en tirer de ces données observables et qui produiront une connaissance qu'on a dessus. Le primat de l'être sur la pensée, de la réalité sur la connaissance. En d'autres termes, ce qui se passe dans la réalité importe plus, pèse plus comme détermination du cours des événements que ce qu'on peut penser ou connaître de ces faits. Donc ce qui se passe, ce qu'on observe qui se passe, a plus d'importance de ce qu'on en pense. Ok. À partir de ces affirmations de base, il convient de faire quelques remarques afin de clarifier la portée du travail théorique, c'est-à-dire l'effort de connaissance guidé par des fins de connaissance rigoureuses, scientifiques. Le travail théorique se fait toujours à partir d'une matière première donnée. Il ne part pas du réel, concret, de la réalité proprement dite, mais d'informations, de données et de notions concernant cette réalité. Cette matière première est traitée dans le processus de travail théorique par certains outils conceptuels, par certains instruments de la pensée. Le produit de ce traitement est la connaissance. En d'autres termes, il n'existe que des objets réels, concrets et uniques, des situations historiques déterminées, dans des sociétés déterminées, à des moments déterminés. Le processus de la pensée théorique a pour objet de les connaître. Donc une théorie s'inscrit dans un contexte précis et ne peut pas être calquée sur l'ensemble des contextes historiques, temporels, géographiques, etc. Parfois, travail de connaissance s'applique. Parfois, le travail de connaissance s'applique à des objets abstraits qui n'existent pas en réalité, qui n'existent que dans la pensée, mais qui sont des outils indispensables, des conditions prérequises pour pouvoir connaître les objets réels. Par exemple, le concept de classe sociale, etc. C'est en mode, on applique une paire de lunettes, en gros, à la réalité, à ce qu'on observe, pour pouvoir en fait, l'observer sous un certain angle, la comprendre sous un certain angle. Les classes sociales, euh, comment dire, les classes sociales vont exister à travers un regard. Non, attends, comment dire. Concrètement, si tu regardes la société comme ça du premier coup d'œil, tu vas pas voir ces classes sociales. Elles vont pas avoir une existence tangible, on va dire. Mais à partir du moment où tu t'enfiles certaines lunettes, bah tu les vois. Tu peux les observer, tu peux expliquer les rapports de classe, ce genre de choses. Et ça veut pas dire qu'elles sont moins réelles, elles sont réelles, mais euh, mais c'est pas un objet que tu peux toucher en gros. Enfin, bref. Je sais pas si c'est clair. Euh, en gros, la classe sociale découle de la théorie en fait. Euh, concrètement, de base. Après, genre, hmm, j'ai envie de dire quand même, parce qu'il y a quand même tout un ensemble de rapports économiques
euh, de structures qui font que que les classes sociales ont comme une existence qui est pas que dans la pensée. Euh, Après là, c'est un débat qu'on peut avoir. Est-ce que les classes sociales euh, existent dans la pensée ou existent concrètement dans la réalité? Euh, Après, peut-être que c'est un peu des deux, en fait, au final, je pense. Mais ouais. À voir, c'est un débat parallèle à avoir sur la chose. Débat qui a sûrement été déjà débattu des tonnes de fois. Ouais, les deux, ouais. Bien sûr. Bah, c'est comme, on va reprendre la lecture. Dans le processus de production de la connaissance, on transforme ainsi la matière première, perception superficielle de la réalité, en un produit, connaissance rigoureuse scientifique de celle-ci. Ok, donc il y a une matière dans laquelle il y a une certaine existence des classes sociales. Voilà, on peut observer la matière première de ce qu'on appelle les classes sociales, mais avec une analyse, en théorisant, on va pouvoir justement euh, faire naître le concept de classe sociale. Le terme connaissance scientifique devrait être précisé dans sa relation avec la réalité sociale. Appliqué à cette réalité, il se réfère à sa compréhension en termes rigoureux, le plus près possible de la réalité telle qu'elle est. Il faut dire que le processus de connaissance de la réalité sociale, comme de toute réalité objet d'étude, comme de toute réalité d'objet d'étude, est susceptible d'un approfondissement théorique infini. Ainsi, de même que la physique, la chimie et d'autres sciences peuvent approfondir à l'infini la connaissance des réalités qui constituent leur objet d'étude, la science sociale peut approfondir indéfiniment la connaissance de la réalité sociale, pour commencer à travailler sur elle afin de tenter de la transformer. Alors, par conséquent, il est inapproprié d'attendre une connaissance achevée de la réalité sociale pour commencer à travailler sur elle afin de tenter de la transformer. Ok, donc t'as pas besoin de tout comprendre pour la changer. Tu peux comprendre les mécanismes généraux, l'essentiel, pour commencer à agir dessus. Il n'est pas moins inapproprié de chercher à le transformer sans le connaître à fond. La connaissance rigoureuse, scientifique de la réalité locale de notre formation sociale ne peut se réaliser qu'en travaillant sur des informations, des données statistiques, etc., au moyen d'instruments conceptuels très abstraits qui réalisent et constituent la théorie. Grâce à la pratique théorique, on cherche à produire ces instruments conceptuels, chaque fois plus précis et plus concrets, qui conduisent à la connaissance de la réalité spécifique de notre environnement. Ce n'est qu'à partir d'une compréhension théorique appropriée, c'est-à-dire profonde, scientifique, qu'on peut saisir les éléments idéologiques, aspirations, valeurs, idéaux, etc., qui constituent les moyens appropriés pour la transformation de ladite réalité sociale, avec des principes cohérents et efficaces dans la pratique politique. Attends. La connaissance rigoureuse scientifique. Alors, de notre formation sociale ne peut se réaliser qu'en travaillant sur des informations de données statistiques et au moyen d'instruments conceptuels très abstraits qui réalisent et constituent la théorie. Ok, donc il faut que les instruments soient assez abstraits parce qu'en fait il y a cette notion où si tes instruments conceptuels de ta théorie, de comment lutter, ce genre de choses, sont beaucoup trop précis, et ben en fait tu vas t'enfermer dans un certain cadre où tu seras incapable comment dire, de mettre à jour ces concepts par rapport à la situation du moment. Donc il faut qu'ils soient assez abstraits pour qu'ils soient en fait flexibles. Grâce à la pratique théorique, on cherche à produire ces instruments conceptuels chaque fois plus précis et plus concrets qui conduisent à la connaissance des réalités spécifiques de notre environnement. Donc on en revient à cette notion d'échange entre la théorie et la pratique, poste qu'il faut que je fasse un jour peut-être. Il est commencé, hein, mais je finirai. Où en fait, la théorie nourrit la pratique nourrit, améliore, précise la théorie. Voilà, on n'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on lit des bails sur le spécifisme, mais bon. Donc c'est qu'à partir d'une compréhension théorique appropriée, c'est-à-dire profonde, scientifique, qu'on peut saisir les éléments idéologiques
constituent les moyens appropriés pour la transformation de la dite réalité sociale avec des principes cohérents et efficaces dans la pratique politique. Voilà, donc avec une bonne compréhension de la réalité, avec une théorie bien structurée, on peut en fait agir de manière cohérente et efficace. Voilà. Et donc ne plus agir, comme il disait au début, de manière spontanée, ne plus agir de manière spontanée, chaotique, désorganisée, sans théorie, stratégie sur le long terme, et où en fait t'es pas efficace. Et le fait d'avoir une théorie qui soit bien structurée, qui permet d'analyser et de comprendre la réalité sociale, et bah tu peux agir efficacement. Alors, on a presque fini. La pratique politique est la connaissance de la réalité. Une pratique politique efficace nécessite, par conséquent, la connaissance de la réalité, la théorie, l'application des valeurs en harmonie avec ses objectifs de transformation, l'idéologie, et des moyens politiques concrets pour l'atteindre, la pratique politique. Les trois éléments sont réunis dans une unité dialectique qui constitue un effort pour la transformation sociale que le parti réclame. On se demande, doit-on attendre un développement théorique achevé pour commencer à agir ? Non. Le développement théorique n'est pas un problème académique. Il ne part pas de zéro. Il se fonde, se motive et se développe à partir de l'existence de valeurs idéologiques, d'une pratique politique. Plus ou moins exactes ou plus ou moins erronées, ces éléments existent historiquement avant la théorie et motivent son développement. Un peu des choses qu'on a dit avant, donc c'est bien, ça nous permet de refaire un point et de reboucler sur la chose. La lutte des classes existait bien avant sa conceptualisation théorique. La lutte des exploités n'attend pas le développement du travail théorique qui justifierait son déclenchement. Son être, son existence furent antérieures à sa connaissance, à l'analyse théorique de son existence. Donc c'est ce qu'il disait avant. Les classes sociales, elles existent dans les rapports économiques, les rapports d'exploitation, etc. etc. Mais en fait, c'est la théorie, son analyse théorique, qui va lui donner une certaine existence, mais une existence de l'ordre de la pensée, du concept. Et c'est pour ça que les classes sociales existent dans le cadre de la pensée. Parce que tout ce qui est les exploitations, ce genre de choses, tout en fait la donnée de base, ce ne sont pas concrètement les classes sociales, ce sont juste des rapports entre des groupes, mais ça va être l'analyse qu'on en fait qui les transforme en classe sociale. Mais du coup, cette existence de classe sociale est dans la pensée, dans l'idée en gros. Donc c'est un peu le propos qu'ils ont. Donc on voit, il y a des rapports entre les individus. On enfile nos lunettes classe sociale et on peut les observer comme des lunettes 3D. Merde, j'étais où ? Par conséquent, à partir de ce constat élémentaire, il devient fondamental et prioritaire d'agir, d'avoir une pratique politique. C'est seulement ainsi, à travers son existence concrète, dans les conditions avérées de son développement, qu'on peut élaborer une pensée théorique, utile, qui ne soit pas une accumulation gratuite de postulats abstraits avec plus ou moins de cohérence et de logique interne, mais sans cohérence avec le développement des processus réels. Pour théoriser avec efficacité, il est nécessaire d'agir. Donc en mode, oui, c'est bien d'avoir des concepts structurés, des idées structurées, genre de choses, d'avoir une théorie genre vraiment en béton. Mais si en fait, elle n'est pas appliquée dans la pratique, ta théorie, si t'as pas une certaine pratique, si tu n'agis pas, ta théorie elle sert à rien et ta théorie va sûrement finir par être dans l'erreur puisque sur pas mal de points puisqu'elle sera plus en rapport avec la pratique. Day lives. Petit même, j'ai pas le bail du même. Ouais, mais en fait j'ai quelques reels tu vois sur une lecture précédente. J'ai pour ma dernière lecture sur le dernier texte putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Sur ma dernière lecture que j'ai fait sur le spécifisme, j'ai un fichier montage où j'ai déjà commencé à faire des sélections de certains bouts
et en fait, il faut que je continue le montage. Mais le problème, c'est que c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que je fonctionne en fait par pic de motivation. Et t'as pendant genre 2 mois, plusieurs semaines, je peux pas me déterre. Et d'un seul coup, je vais me prendre 2 3 heures et je vais faire le truc que je laisse traîner depuis un moment donné, tu vois. Et en fait, il faut que je me force. Mais il faut que je me fixe des temps. Comme j'ai fait pour les lives, je pense qu'il faut que je me fixe à un moment donné où je prépare des reels, ce genre de choses. They Live, euh, Invasion Los Angeles, le type qui met des lunettes pour révéler les manipulations des aliens qui à service humanité. Ah, ok, je vois l'idée. Alors, tu m'as envoyé un lien, on va l'ouvrir. Putain, la pub de tes morts là. Ouais, ouais, mais du coup, ouais, mais faut que je fasse mes reels. Je pense que je vais me fixer un temps dans la semaine pour les faire. Peut-être le samedi, je verrai le samedi après-midi, ça peut être une bonne idée. À voir. Ah, celui-là. Oui, je vois. Ouais, on va pas se taper la vie entière, mais oui, oui, j'ai le même en tête. Une c'est une théorie, donc un outil idéologique qui permet de mettre à jour les idéologies dominantes. Ouais, bah bien sûr. C'est comme dans mon cours de genre et la société, on nous a expliqué, oui, théorie du genre, en fait, c'est des lunettes qui te permettent d'analyser les rapports entre les sexes et les genres, enfin, à travers un certain prisme qui est de la théorie du genre. Enfin, bref. Le mango de Colmar à la place de la bibliothèque, c'est. Le mango, putain. Et après, il est capable d'identifier les aliens, les bourgeois. Aïe aïe aïe. Bon, alors, on va essayer de finir ce texte. Faut le refaire, mais le truc, mais en changeant les. À faire la vidéo en changeant les textes, ce serait marrant. Euh... La lutte des classes, en conséquent, à partir de ce constat élémentaire, il devient fondamental et prioritaire d'agir, d'avoir une pratique politique. C'est seulement ainsi, à travers son existence concrète. Bon, on l'a lu ça du coup. Ouais, ouais, truc plus ou moins gratuit, de postulats abstraits, blablabla. Ok. Peut-on se passer de la théorie au nom de l'urgence pratique? Non. Il peut exister, nous l'avons dit, une pratique politique fondée seulement sur des critères idéologiques, c'est-à-dire qui ne soit pas fondée ou insuffisamment fondée sur des analyses théoriques appropriées. Ceci est l'habitude dans notre environnement. Personne ne pourra soutenir qu'il y a dans notre réalité ou dans la réalité de notre région d'Amérique une analyse théorique appropriée, une compréhension conceptuelle suffisante. Loin de là. C'est aussi vrai, euh, c'est aussi vrai du reste de notre réalité. La théorie se trouve seulement à un stade initial de développement. Cependant, pendant de nombreuses décennies, il y a eu combat, lutte. Ce constat ne doit pas conduire à négliger l'importance fondamentale du travail théorique. À la question posée précédemment, il faut donc répondre. Ce qui a la priorité, c'est la pratique. Mais à quel point cette pratique sera efficace dépendra de la connaissance la plus rigoureuse de la réalité. Dans une réalité comme la nôtre, la formation sociale de notre pays, le développement théorique doit partir, comme ailleurs, d'un ensemble de concepts théoriques efficaces, fonctionnant sur une masse la plus large possible de données qui constituent la matière première de la pratique théorique. Les données seules, examinées isolément, sans un traitement conceptuel adéquat, n'éclairent pas la réalité. Elles ne font que décorer et dissimuler les idéologies au service desquelles ces données sont mises en œuvre. Les concepts abstraits en eux-mêmes, s'ils ne sont pas associés à une base d'information adéquate, ne fournissent aucune connaissance des réalités.
Le travail qui se développe dans notre pays, dans le domaine théorique, aussi habituellement entre les deux extrêmes erronés. Ok, donc, notion d'équilibre, on y revient. Avoir un équilibre entre la théorie et la pratique, entre la théorie et ce qui est concrètement observable, entre avoir une bonne conception euh, des conditions matérielles, de la situation et ce genre de choses. Ok, ok, donc un texte qui nous explique basiquement pourquoi la théorie est importante, pourquoi la pratique est importante, pourquoi le rapport entre les deux est important, pourquoi avoir une analyse rigoureuse de la société dans laquelle on est, de ses conditions matérielles est importante. Ok, ok. Ok, cool. Est-ce que il faut il faut théoriser sa pratique pour comprendre le monde et notre impact. Il faut mettre en pratique nos théories pour impacter le monde. Ouais, bah c'est exactement ça.